Vous nous suivez de partout à travers le monde. Madame, Messieurs, vous faites bien. Félix Tshisekedi clôture ses consultations après 3 semaines d'entrevue des leaders les plus représentatifs. Rencontre entre Joseph Kabila et lui-même Félix Tshisekedi, jusque-là pas encore à l'ordre du jour, se dirige-t-on vers l'explosion de la coalition, je dirais même du pays. Dans l'entretemps, l'économie piétine, les régies financières mobilisent, mais les institutions bouffent tout, jusqu'à aller des dépassements budgétaires en dépassements budgétaires. Quelle est la part du peuple? Madame, Messieurs, cette émission reçoit Tony Elo. Vous êtes cadre du FCC. Bienvenue. Merci. Alors, c'est vous qui avez énervé le chef de l'État. Bah écoutez, je pense qu'on n'est pas dans l'ordre de l'émotion, on est dans l'ordre de la raison. Je pense qu'à ce stade, il est important qu'on reste dans la raison et qu'on quitte les pièges de l'émotion. Nous ne sommes pas, nous, au niveau du FCC, dans une démarche d'obstruction, ni dans une volonté d'énerver qui que ce soit. Nous sommes aujourd'hui, nous, les premiers défenseurs des acquis de l'alternance. Nous sommes, nous, aujourd'hui, les défenseurs de la Constitution. Nous sommes, nous, les défenseurs des intérêts de la population. Voilà pourquoi le FCC, depuis le début de cette crise artificielle, est resté sereine. Comme l'a dit l'autorité morale, le camarade Joseph Kabila, nous avons résisté aux différentes tentations. Nous avons résisté contre nous-mêmes, même dans des instants où il était naturel pour nous de réagir de façon exagérée ou disproportionnée. Nous nous sommes contenus parce que l'heure est grave. L'heure aujourd'hui, elle est dans la sauvegarde des acquis de l'alternance, dans la préservation de la paix, dans la préservation de la stabilité qui entraîne rapidement les corollaires sociaux. Donc il faudrait réellement que nous considérons ce moment et sa gravité dans notre action. Alors vous vous êtes réservé puisque vous êtes fautif, c'est vous qui bloquez le chef de l'État selon le cash. Non, il faudrait vraiment aller dans des explications citoyennes. Nous avons entendu cela, on a entendu que nous sommes nous en train de bloquer. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne au niveau du cabinet du chef de l'État, au niveau du gouvernement de la République qui soit de cash, qui nous explique en quoi consiste ce blocage. Il ne faudrait pas que nous ayons parlé des passeports qui seraient bloqués par le ministre des Finances. Mais non, il faudrait aujourd'hui quitter cet ordre-là de l'émotion. M. Kabouya est secrétaire général de l'UDPS. Ouais. J'ai du respect pour sa fonction et pour sa personne. Mais M. Kabouya n'est pas dans l'exécutif. M. Kabouya n'est non plus pas dans le cabinet du chef de l'État. M. Kabouya a-t-il oublié que dès le moment de l'élection du président de la République, donc son accession à la magistrature suprême, ce dernier a engagé le pays dans ce que nous avons appelé le programme des 100 jours. Près de 250 millions de dollars ont été décaissés. Et cet argent est sorti d'où? Cet argent est sorti de nos réserves d'échange. Cet argent a servi à financer une panoplie de programmes, de projets qui, malheureusement, pour la plupart, se sont finis en eau de boudin. Mais quelle a été la conséquence? On a dilapidé les fonds jusqu'à aujourd'hui, et cela a entraîné aujourd'hui l'incarcération du directeur de cabinet. Tout à fait. Au moment où ces fonds ont été décaissés, au moment où ces projets avaient été exécutés, dans les procédures que nous connaissons, dans le gré à gré, dans ces procédures de ces petits copinages, on a bloqué qui? Quand il fallait décaisser l'argent? Quand on a payé les maisons de Jamal, on a bloqué qui? Aujourd'hui, on a lancé la gratuité de l'enseignement primaire. Est-ce que cela avait été budgétisé? Non. Le chef de l'État a décidé, le chef de l'État a engagé la République sur cette réforme de façon irréversible. On l'a accompagné. Aujourd'hui, la situation des parents d'élèves du public qui malheureusement sont en train de revenir encore dans des solutions intermédiaires, d'accords avec les comités de parents. C'est ce qui arrange d'ailleurs le FCC apparemment. Non, écoutez, le FCC n'a bloqué personne. Le FCC a accompagné le chef de l'État. Le FCC a accepté à un certain moment de fermer les yeux. Et nous avons eu les conséquences que nous avons aujourd'hui. Il ne faut pas aujourd'hui avoir une cécité sélective. Donc, on ouvre les yeux là où il faut et on ferme les yeux là où il ne faut pas. Justement, partons de cette logique-là. Puisque le programme des 100 jours a été lancé en toute irrégularité selon le FCC, vous n'avez pas dénoncé cela. Mais quand il faut nommer les juges constitutionnels,
vous le dénoncez, sachant que vos intérêts s'y trouvent. Non, il ne faudrait pas dire, vous savez, l'opinion aujourd'hui est très sensible. Il ne faudrait pas dire que nous avions dit, ou que j'ai dit moi, aujourd'hui comme cadre du FCC, que le programme des 100 jours a été fait en totale irrégularité. Non, je n'ai pas dit ça. Le président de la République venait d'arriver, il y avait un gouvernement, ce gouvernement était réputé, on va dire, démissionnaire. Donc, à ce moment-là, il a voulu impulser ce que devait être son mandat. Et il a fait de la façon dont nous tous nous connaissons, au niveau de la FICIN, je pense, il y a eu cette annonce, il y a eu ces 100 jours. Les fonds publics ont été déboursés pour cela. Nous disons quoi? Nous disons que ces fonds qui ont été décaissés n'étaient pas budgétisés. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un accompagnement du gouvernement démissionnaire de Tchibala. Vous avez vu, vous vous rappellerez même lors du même les cadres n'étaient pas légaux. Là, effectivement. Oui. Donc il faudrait vraiment rester dans la mesure, ne pas aller dans le superfétatoire. Mais vous n'avez pas dénoncé. Nous n'avons pas... Non, le gouvernement Ilunga qui est arrivé, avec le ministre Sélé, a questionné un certain nombre de projets. Ils étaient dans leur droit et ils ont bloqué un certain nombre de projets qui tendaient à de l'abus et à une consommation, je vais dire, pernicieuse, mais surtout dangereuse des fonds publics sur certains projets où on ne voyait plus le trou. Et c'est grâce, et ça il faut le féliciter, c'est grâce aujourd'hui à la vigilance du ministre Sélé que nous avons réussi à déboucher à ce procès des 100 jours, malheureusement, avec des sauts de moutons qui la question des sauts de moutons, mais aussi les questions des préfabriqués. Donc au moment où le gouvernement FCC s'est mis en place, ce gouvernement a redressé les choses. Nous n'avons pas été dans une tolérance dangereuse, mais dès l'instant où le gouvernement Ilunga est entré en fonction, le Premier ministre ainsi que son ministre des Finances ont recadré ce qui devait l'être et sauvé ainsi nos finances publiques qui étaient malheureusement dans un état de prédation extrême. Alors, vous ne bloquez rien, mais vous bloquez votre participation aux consultations. Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Alors que le FCC est habitué à dialoguer depuis l'avènement des Kabila d'ailleurs au pouvoir, 2001. Monsieur Josué, il faut rester dans le contexte de notre coalition. Je pense qu'il y a 30 minutes ou une heure, le FCC vient de rendre publique sa position par rapport à la clôture de ces consultations, parce qu'il semblerait qu'une invitation avait été adressée, des invitations adressées à différents regroupements, chefs de regroupement, afin de participer à ces consultations. Vous vous souviendrez... Ce n'est pas le FCC qui a demandé? Non, pas du tout. Écoutez, nous sommes restés cohérents. Il y a eu une retraite à laquelle certains cadres et évidemment les membres des bureaux des regroupements ainsi que des bureaux politiques du Sénat étaient présents. Nous avons pendant, je pense, 2 jours, nous avons communié, discuté, échangé autour des questions de l'heure. Nous avons également levé une option qui a été rendue publique. Le FCC l'a dit, nous ne participerons pas aux consultations dans ce format-là. Mais, qu'est-ce que nous disons également? Nous sommes totalement ouverts à poursuivre le dialogue avec le président de la République dans le cadre de l'accord, dans le cadre des structures qui existent bel et bien. Mais un accord qui a énervé Félix Tshisekedi, un accord qui a énervé le président de la République jusqu'à déceler 6 points de divergence. Vous ne vous reprochez de rien jusque-là, puisque d'aucuns estiment que vous avez coincé le président de la République à travers cet accord. Mais votre première question, je pense que je l'ai répondu. Jusqu'aujourd'hui, qu'on nous prouve en quoi nous l'avons bloqué. On l'a bloqué dans quoi? Dans quel domaine précis? Allons-y au niveau de l'accord. Oui. Vous ne l'avez pas coincé? On l'a coincé sur quelle matière précisément? Jusqu'aujourd'hui, on en parle sans apporter les preuves, sans apporter des faits. Soyons factuels, ne soyons pas dans la démagogie, ne soyons pas dans le discours militant, soyons dans les faits. Le peuple, il faut le respecter. Quand vous dites « on m'a bloqué », mais apportez aujourd'hui les preuves de ce blocage. Jusqu'aujourd'hui, M. Josué, nous n'avons aucune preuve de ce blocage. Si ce n'est que dans l'imaginaire de certains militants, l'imaginaire de certains cadres politiques. Moi, je vous posais la question de savoir pourquoi votre acharnement sur les juges constitutionnels alors qu'il y avait toute une... Parce qu'il y a eu une violation de la Constitution. Les ordonnances ne concernaient pas que ça. Non, il y avait la mise en place dans l'armée qui ne vous a pas intéressé. Si, nous avons communiqué à ce sujet. Rappellerez-vous que déjà à partir de juillet de cette année, nous avions fait une communication sur toutes ces ordonnances-là. Nous avons questionné la régularité et la légalité de ces ordonnances. Nous l'avions dit. Et je pense que même dans le cadre des réunions du comité de suivi de l'accord, ces questions ont été soulevées. Mais nous avons reçu une fin de non-recevoir. C'est là où nous nous sommes questionnés sur la volonté de notre partenaire de marcher, non pas seulement sur l'accord qui nous lie, mais de marcher sur la Constitution. Et c'est ça le plus grave.
Nous ne pouvons pas aujourd'hui être les spectateurs de violations intentionnelles de la Constitution. Nous disons non. Nous considérons aujourd'hui que ce qui nous lie au-delà de nos accords politiques, c'est notre volonté de garantir la stabilité politique, la stabilité sécuritaire, la stabilité économique et la stabilité sociale de ce pays. Et cela passe par le respect sans faille de cette Constitution. Alors, puisque les consultations se clôturent aujourd'hui et que Félix n'a pas arrondi les angles, moins encore Kabila, qu'est-ce qui va se passer ? Non, chacun reste dans son coin et c'est la République qui perd. Non, écoutez, le président de la République a décidé de son propre chef d'organiser des consultations. Remettons les choses dans leur contexte. Le président de la République a-t-il le droit de convoquer ces assises ou ces consultations? Il en a pleinement le droit, même s'il faut dire qu'il n'y a eu aucun acte juridique qui ait convoqué, notamment une ordonnance présidentielle. Mais là, ce n'est que dans le domaine de la forme. Mais dans le domaine du fond, avait-il le droit de le faire? Oui, il avait le droit de le faire. Oui. Avait-il le droit de convoquer tous ceux qu'il a convoqués, d'inviter ceux qu'il a invités? Oui, il en avait le droit. Les personnes qui ont reçu ces invitations, avaient-ils le droit de décliner? Oui, il y a certains qui ont décliné les invitations, dont le FCC. Mais aujourd'hui, de questionner, de savoir quelle est la suite. La suite ne nous engage pas. Parce que nous ne sommes pas, nous, aujourd'hui, les auteurs de cette convocation. Nous avons été que des invités qui ont respectueusement, en respectant la fonction chef de l'État, nous avons simplement écrit au président de la République de façon très respectueuse, lui rappelant ainsi notre engagement à préserver les acquis de l'alternance, de préserver évidemment le cadre de coalition qui nous anime et qui nous regroupe. Alors, que dit cet accord-là que la Constitution n'a pas prévu? Puisque Félix dit que cet accord-là ne peut pas être au-delà de la Constitution, puisqu'il estime que c'est déjà au-delà de la Constitution. Monsieur José, vous avez posé une très bonne question. Laissez-moi y répondre en utilisant même vos termes. Le président de la République dit « l'accord ne peut pas être au-dessus de la Constitution, nous en sommes d'accord ». Voilà. Ce qui veut dire quoi? Que même les décisions que le président de la République prendra à l'issue de ces accords ou de ces consultations devront elles aussi être soumises à l'obligation, je veux dire, à l'autorité absolue de la Constitution. Tout ce qui doit sortir de cela doit sortir de notre Constitution. Toute décision qui ira en dehors du cadre constitutionnel sera malheureusement illégale et risquera malheureusement d'entraîner notre pays dans une vague d'instabilité que nous ne voulons pas. Le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a prêté serment de cela, de respecter la Constitution. Et nous considérons que toute démarche politique, toute décision qui sera prise, le sera dans le respect du cadre constitutionnel. Très bien. Faisons de projection. Il n'aura que 3 options devant lui. Et s'il nommait un informateur, qu'est-ce qui va se passer? La Constitution ne le prévoit pas. Il y a une majorité, cette majorité elle est FCC, cette majorité s'est assumée, s'est exprimée, c'est impossible. Et si la majorité basculait? La majorité ne peut pas basculer parce que, de par la loi, chaque regroupement politique avait fait acte de sa présence, ou je veux dire de sa participation à la majorité parlementaire, et cet acte a été acté par le PV qui a été transmis à la Cour constitutionnelle. Mais à l'époque, les députés de Katumbi, tous étaient partis, étaient sortis de la majorité présidentielle. Vous vous en souvenez? Oui, effectivement, les députés ou les groupes katumbistes au sein de l'Assemblée nationale sont dans l'opposition. Donc, je dis à l'époque de G7. Moi, je vous parle d'aujourd'hui. Je vous parle d'aujourd'hui. Je vous parle de ce qui se passe de par notre Constitution et des déclarations qui sont faites par chacun des regroupements. Chacun de ces regroupements a pris un engagement et s'est déclaré de la majorité. Ce qui veut dire que tout schéma pour renverser une majorité, c'est du fantasme, malheureusement militant, qui ne colle pas avec la Constitution. Toute tentative de vouloir nommer un informateur est une autre lubie dangereuse de psychopathes qui ne comprennent pas la réalité du pouvoir politique. Et vous pouvez continuer. Et avec délectation, je vais me permettre de vous répondre pour vous montrer que la Constitution... Si les chefs d'État préconisaient la dissolution de l'Assemblée c'est impossible également, comme les 2 premières assertions. Parce que simplement, la dissolution est encadrée par la Constitution, par la loi, et comme vous le savez, c'est important peut-être de le rappeler aux téléspectateurs, pour qu'il y ait dissolution, il faut qu'il y ait
une crise persistante entre le gouvernement de la République et l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. 2, il faut qu'il y ait une consultation préalable du président, du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous ne sommes pas peut-être dans ce cas de figure-là, peut-être que c'est un schéma protocolaire. Après, il faut un contre-saint du Premier ministre. Maintenant, pour le FCC va bloquer plus tard. Ben non, écoutez, le FCC, à moins peut-être qu'on envoie le Premier ministre à Lubumbashi. À moins peut-être qu'on l'envoie à Lubumbashi encore pour le faire signer au vice-premier ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur. Très bien. Il y a une 4e option. Mais revenons d'abord sur la 2e option, la majorité qui pourrait basculer. Vous dites qu'il y a déjà des regroupements reconnus au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Mais qui n'ont pas juré fidélité. Bahati, quand il a quitté le FCC, personne l'avait retenu. Écoutez, M. Bahati est parti, c'est de son bon droit. Oui, mais l'AFDC est toujours avec le FCC. Le FDC est dirigé par l'honorable Néné Nkoulou, ministre du Travail. Reconnu par le ministère de l'Intérieur. Je suis désolé, moi je vous parle de l'AFDC qui a un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale et qui a fait vœu de sa participation au FCC, qu'il a réitéré d'ailleurs, et qui est dirigé par la ministre Néné Nkoulou. 4e option. Et si le chef de l'État préconiser un autre dispositif constitutionnel appelant le peuple au référendum? L'article 5 de la Constitution. Oui, cela est possible, c'est une éventualité. Aller sur une option référendaire, quelle serait la question principale, selon vous? Allons dans les si. Les limites constitutionnelles, par exemple. Il faudrait alors modifier la Constitution. Par exemple. D'accord, mais il faudrait d'abord encore que cette loi référendaire passe au niveau de la majorité. Et il faudrait qu'on arrive à en comprendre le contexte politique et sa volonté. Il ne faudrait pas aujourd'hui pousser le président de la République dans les limites constitutionnelles et le pousser à la faute. Le chef de l'État doit aller, non pas sur ce qui est, je ne vais pas dire accessoire, je considère qu'il a certainement un certain questionnement légitime, mais il ne faudrait pas aujourd'hui paralyser de façon obstinée tout un peuple simplement pour régler des questions personnelles avec un camp politique. Il faut éviter cela. Aller sur un référendum, aller sur une... Non, écoutez, on perdra du temps. Les Congolais, ils veulent quelque chose. Les Congolais, ils veulent qu'on leur apporte des réponses sur la gratuité de l'enseignement. Les Congolais veulent savoir comment ça va se passer pour la majoration, tous ces enseignants qui ne sont pas payés, les nouvelles unités, ces enseignants qui, au travers de la gratuité, ont vu leur salaire baisser de 40%. Ils se questionnent sur leur quotidien. Les fonctionnaires, bientôt, c'est la rentrée, c'est les fêtes de fin d'année. Oui. Ils se questionnent, ils se disent comment ça va se passer. Nous avons malheureusement des questions plus urgentes. Quand vous allez à Béni, vous allez en Ituri, il y a des questions sécuritaires. Vous allez à Goma, il y a de nos compatriotes qui se font tuer par des bandits qui sont très bien identifiés, mais il n'y a aucune action qui soit plus énergique pour mettre fin à cette insécurité. Voilà les sujets qui intéressent les Congolais. Voilà ce qui devrait concentrer notre énergie. Voilà ce qui devrait malheureusement ou normalement paralyser ou engager l'action de l'exécutif pour solutionner ces questions qui sont pour le peuple congolais prioritaires. Alors vous pensez que des règlements de conflits personnels. Vous pensez que le chef de l'État s'est fait lui-même bloquer par ses propres consultations, puisque vous nous donnez l'impression du FCC comme étant un vieux papa qui s'est reposé sous l'arbre, ne faisant qu'attendre les chefs de l'État. Dans quel sens? J'ai présenté les options et vous dites que c'est impossible. Donc pour vous, la voie habilitée pour la sortie des crises, c'est la rencontre Kabila-Tshisekedi. Non, il n'y a que deux choix qui se présentent au chef de l'État. Maintenir la coalition, et ça, il y a un cadre de discussion pour lever les équivoques ou absorber les tensions. Prévu par l'accord de coalition. Le deuxième cas de figure, c'est aller dans une cohabitation. Et dans cette cohabitation-là, ce serait clair, le président de la République se retranchera dans ses prérogatives constitutionnelles qui sont d'ordre arbitral et protocolaire, et le FCC assumera seul les responsabilités d'exécutif, les responsabilités de gouvernement. Et vous mettez où l'article 69 ?
Quand on dit qu'il est le garant lui-même, il est le garant, l'arbitre. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est une fonction arbitrale. C'est un peu comme la reine d'Angleterre. C'est une fonction arbitrale dans le questionnement ou le dénouement des crises entre les institutions. Le président de la République pourra continuer ses fonctions. L'article 69 ne doit pas être interprété de façon malveillante pour ceux qui rêverait d'emprise totalitarisme. Non, le président de la République, dans sa fonction de garant du bon fonctionnement des institutions, ne peut agir de prérogatives qui sont prévues que par la Constitution. Il ne peut pas aller au-delà. Le président de la République ne peut pas se réveiller le matin et décider seul dans son coin. Non, toute décision du chef de l'État doivent être encadrées ou doivent être prévues par les textes légaux qui régissent le fonctionnement des institutions. Maintenant, pour parler de la troisième option qui est également possible, le FCC l'a dit dans sa retraite, c'est à Londres. Alors, s'il y a un questionnement sur la légitimité de la majorité parlementaire actuelle acquise au FCC, alors dans ce cas-là, rentrons auprès du souverain primaire, rentrons auprès de celui qui a doté le pays d'une majorité FCC et qui a doté le pays d'un président UDPS-CACH et demandons-lui de trancher au travers d'élections générales anticipées. Avec quelle CENI, avec quels moyens? Avec la CENI actuelle. Des Nanga. Oui, mais quand on parle de la dissolution, lorsque vous voulez dissoudre, ça sera qui organisera les élections? C'est M. Nanga et son équipe. Mais lui-même l'a dit qu'il n'a plus compétence, il est fait un mandat. Écoutez, il est fait un mandat, mais si aujourd'hui... D'ailleurs, il a même glissé, il n'est même pas fait un mandat, il a glissé. Il a glissé, d'accord, mais si aujourd'hui, par folie, certains turéféraires considéraient que la voie de la dissolution, cette voie du chaos devrait être l'option principale, alors accompagnons-les jusqu'à la fin. Ça veut dire, allons alors dans une élection générale anticipée à tous les niveaux. 680 000 $ pour un ancien président de la République, c'est suicidaire, c'est scandaleux, M. Tonielo. Bon, vous savez, merci vraiment, je pense que vous me donnez l'occasion de recadrer un peu certaines désinformations, certaines intoxications faites à dessein par certains leaders politiques qui veulent bien évidemment ternir l'image ou créer une espèce, une répulsion de la population sur notre leader, sur notre autorité morale. Le président Joseph Kabila ne reçoit pas 680 000 $ par mois. Je pense que le ministre Sélé l'a dit. Le président Joseph Kabila reçoit pour lui, pour ses services, pour le carburant, pour le papier, une somme qui avoisine 200 000 $. Ça, c'est un premier fait. 220 ou 220 000 $ par mois. Pour lui seul ou pour ses services? C'est pas pour lui seul. Ce n'est pas de l'argent qui va dans la poche de Joseph Kabila. C'est de l'argent qui est utilisé pour payer le secrétariat, le personnel qui y a là, les primes, le carburant, la sécurité. Tout cela est un package, comme on dit au niveau des entreprises, qui est dévolu comme dotation à l'ancien président Joseph Kabila. Cela est prévu dans la loi et cela est même fixé dans le décret du 24 novembre 2018 qui a été signé par le Premier ministre Bruno Tshibala. Et même dans ce décret, vous savez, et ça c'est important de le dire, on prévoit que toutes ces dépenses, donc les 200 000 $, qui sont ainsi dévolus à l'ancien chef de l'État, qui lui sont payés au titre de la prise en charge de son secrétariat, de son salaire et des autres charges, que cette somme-là ne dépasse pas les 30% de la dotation qui est dévolue au président de la République. Donc, il y a effectivement des mesures d'encadrement qui sont claires et qui sont connues de tous. Il n'y a aucune entorse à cela. Ça a été prévu par la loi. Il y a eu des mesures d'application qui ont été prises par le Premier ministre Bruno Tshibala pour s'assurer que cette dotation ne soit pas exagérée et qu'elle entre réellement dans ce qui est de plus normal dans le cadre d'une première expérience. Donc, c'est que le conseiller Bilomba a menti? Vous savez, je ne suis pas de ceux qui indexent les gens. Puisqu'il a dit qu'il connaît les salaires du président honoraire Joseph Kabila. Mais qu'ils le disent alors. Je pense qu'il y a eu une entreprise, les 680 000 $, il y a eu également, il a inclus les frais comment on appelle ça, le décompte final et ainsi de suite. Ce sont plusieurs charges qui n'ont été payées qu'une seule fois. Vous pouvez aller au niveau du ministère de budget, vous pourrez corroborer ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas aujourd'hui intoxiquer la population. Cette entreprise-là, elle est venue des personnes que vous citez. Pourquoi? Lorsqu'on a parlé des dépassements budgétaires au niveau de la présidence de la République, on a dit quoi? Non,
il y a dépassement parce qu'on paye 680 000. Regardez ce raccordement frauduleux, je dirais même, de certaines intelligences qui se croient supérieures, qui considèrent que ce raccordement va passer. Non, c'est faux et archi-faux. Lorsque la présidence de la République, M. Josué, dépend sur une ligne plus de 14 000 de dépassement, 14 000 %, c'est Joseph Kabila. Cette ligne, c'est quoi? Qu'est-ce qui est inscrit dans le libellé? C'est location, affrètement des avions et tout ça pour les voyages au Congo en interne. Pour payer, et pour ça, il y a un dépassement de 14 000. Mais on vous dit non, c'est Kabila. Quand il y a des dépassements de la liste civile du chef de l'État, à peu près de 200-300%, lorsque vous avez aujourd'hui des primes qui sont payées à cette équipe pléthorique au niveau de la présidence de la République, là aussi c'est Joseph Kabila. Non, attendez. Il ne faut pas considérer le calme que nous avons, nous, au niveau du FCC, ce calme lorsque nous encaissons certaines insanités qui sont débitées par certains responsables politiques de l'UDPS notamment, comme étant de la faiblesse. Ce n'est pas un calme fruit d'une faiblesse, c'est un calme fruit d'une sagesse. On ne va pas continuer comme ça à traîner tout le temps notre autorité morale dans la boue d'un machiavélisme puant qui considère qu'il faut faire porter à Joseph Kabila le poids de l'insuffisance de certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a un honneur dans la fonction qu'ils exercent et qu'il y a un devoir de réserve et de retenue. Là, nous disons attention. Mais il y a Georges Kapiamba qui a saisi le bureau de l'Assemblée nationale, question de modifier cette loi. Il a aussi été motivé par ces chiffres-là très alarmants que perçoit lui-même les chefs d'État honoraires, Joseph Kabila. Je pense que si M. Kapiamba, que je connais personnellement, a une si grande volonté d'aider la République, il devrait alors écrire au président de la République, au service du président de la République, pour diminuer la dotation qui est dévolue au chef de l'État, parce que par voie de conséquence, si on diminue, je vous ai parlé du décret du 24 novembre 2018, c'est un état de fait. Quand la dotation du président actuel diminuera, aura pour conséquence directe la diminution des 200 000 qu'on donne au service du président Joseph Kabila. Donc il s'est malheureusement mal adressé parce que le décret du Premier ministre Tchibala est très clair. Les 30%, cette dotation du président Kabila dépend et fonction de ce que reçoit le président Félix Tshisekedi. Donc, pour diminuer cette dotation, demandez alors au service de la présidence, de réformuler les salaires qui ont été multipliés x 3 par le président Vital Kamerhe quand il était encore directeur de cabinet en fonction, réduisez le nombre pléthorique de ces agents qui touchent des salaires faramineux au niveau de la présidence de la République, réduisez leur nombre, réduisez cette multitude de services qui pilulent au jour le jour au niveau de la présidence de la République. Ça n'en finit pas. On a une tonne de services qui n'arrêtent pas aujourd'hui d'être créés. C'est tout ça qui crée les dépassements. Que M. Kapiamba et la bonne volonté. Je sais que certainement que ces bureaux ne sont pas loin de ceux de la présidence, qu'il aille, ça ne va pas lui demander une très grande énergie, qu'il fasse ce travail-là, qu'il conscientise. Vous dites que jusque-là, on ne fait que s'acharner sur Joseph Kabila, pendant qu'on ne sait même pas ce que combien perçoit le président actuel. Mais est-ce qu'à l'époque, M. Néhémi pouvait nous dire ce que percevait M. Kabila à l'époque? Je ne comprends pas cette question. Dans quel sens? Parce que... Bon, aujourd'hui, beaucoup veulent aussi connaître les salaires du président Félix. Mais est-ce qu'à l'époque, Néhémi avait prêché par l'exemple tout en nous disant ce que percevait le président Kabila? Monsieur José, avez-vous déjà posé la question au DIRCAB Néhémi pour savoir quel a été le salaire du président Kabila? Il a refusé de... Ça ne devait pas être une question de journaliste, ça devait être connu de tous. Mais c'est connu de tous parce qu'il y a eu des lois sur la reddition des comptes. Quand je parle du dépassement de 14 000 %, c'est connu comment? Je ne suis pas parlementaire. Il y a un document qui fixe cette loi de reddition des comptes et qui est consultable par tout le monde. Donc ce n'est pas de la magie, il n'y a pas un noir quelconque. Ah non. Vous savez, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on déplace mes propos. J'ai beaucoup de respect pour la fonction président de la République parce qu'elle est la première institution de la République. Et je considère que cette institution doit bénéficier des moyens adéquats, à la fois pour représenter notre pays aux différents
aux différents sommets ou aux différents niveaux que cela nécessite, mais également pour permettre au chef de l'État d'avoir les moyens de sa politique. Donc il ne faudrait pas aujourd'hui, j'entre dans cette polémique parce que certaines mauvaises intelligences ont voulu nous y glisser pour répondre et pour dire attention, ce jeu machiavélique, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aujourd'hui se mettre à faire les calculs et donner des chiffres faramineux pour jeter le discrédit sur les leaders politiques. Alors, dépassement budgétaire, cela n'avait pas seulement concerné la présidente de la République, même l'Assemblée nationale. Comment vous le justifiez? Il y a effectivement une nécessité de plus de discipline. Vous savez, aujourd'hui, il est un fait que nos institutions aujourd'hui dépensent à peu près, consomment près de 90% de ce que nous arrivons à mobiliser comme recettes. C'est énorme. C'est impensable. Parce que simplement, vous avez 90% qui vont dans les frais de fonctionnement des institutions, dans les frais de fonctionnement de certains ministères, pas de tous, qui vont dans le fonctionnement des assemblées, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement. Même ça la fait primature. beaucoup, même la primature. Effectivement, je pense que le ministre Sélé l'a dit lors d'un point où je pense même au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il faut plus de discipline. Parce que la loi budgétaire, c'est d'abord une loi. Les personnes qui font des dépassements, les institutions qui violent la loi. Voilà. Et ça, il faut le dire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne ferai pas aujourd'hui l'avocat d'une quelconque institution contre une autre. Voilà. Il y a des dépassements qui concernent aujourd'hui la quasi-totalité de nos institutions. Et aller à une consommation de 90% de notre budget national, c'est criminel. Parce que, vous savez, entre-temps, toutes les institutions bouffent 90%. Mais où est l'argent pour les investissements ? Où est l'argent pour le social? Si aujourd'hui tout l'argent doit aller dans les salaires, à quel moment on va penser à se lancer dans les investissements agricoles? On a toujours dit l'agriculture depuis des années et des années, l'agriculture priorité des priorités. Mais est-ce que vous savez par exemple que dans la répartition des dotations, des fonctionnements des ministères, vous avez un ministère comme l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture a eu en 2019 près de 7%. 7% de dotation de ce qui était prévu, ils ont eu 7%. Vous avez des ministères comme le ministère de la Jeunesse qui a eu 20%. Des ministères comme le ministère de la Prévoyance n'est pas productif. Voilà. Vous avez des ministères comme les ministères de la Prévoyance sociale, je pense qu'ils sont à peine à 2 ou 3%. Il y a un problème dans notre pays. Il y a un problème de priorité. Mais maintenant, le problème, c'est l'autorité budgétaire, l'Assemblée nationale. Non, le problème, les lois sont votées. Il faut aujourd'hui que la Cour de compte fasse son travail. Il faut la doter de moyens nécessaires afin de faire un monitoring sur les dépenses publiques. Ce qui se passe actuellement, c'est scandaleux. Il faut une orthodoxie financière et il faut laisser le ministre des Finances en être redevable. Sans le mettre dans des situations où on l'inquiète psychologiquement, vous voyez les sorties incendiaires des uns et des autres, il faut le mettre dans une certaine quiétude et lui mettre la pression pour que tous les outils soient mis en contribution pour que nous n'ayons plus ces dépassements. Parce que vous savez, quand la présidence de la République fait des dépassements, cet argent-là du dépassement, on le soutire quelque part. Oui. J'ai parlé de l'agriculture qui est à 6%. Et ça paralyse. Et ça paralyse l'action gouvernementale. Nous n'avons jusqu'à aujourd'hui aucun projet qui a été produit dans ce domaine-là, par exemple. Alors que nous peuple d'abord et son contraire. Nous, comme gouvernement également, on ne peut pas aujourd'hui être cette économie vivrière qui consisterait simplement à puiser les ressources de l'État pour faire fonctionner les institutions qui sont budgétivores. Il faut une discipline, un redressement budgétaire, il faut une de compte et également mais que ce soit dépolitisé pour s'assurer que tous les instruments de suivi sont là. Très bien. Dernière question. Au regard de la crise actuelle au pays, quelle chance accorder à la RDC à la présidence de l'Union africaine? Mitigé. Mitigé parce que je pense que là, nous sommes en train de mal partir. Nous n'avons pas encore brigué, attention. Quand vous dites que c'est mitigé, apparemment, c'est comme si c'était... Non, vous avez dit mon sentiment. Je parle de mon sentiment. Voilà. Je dis que ce sentiment-là, il est mitigé. Dans quel sens? Au vu des disputes, des querelles politiciennes internes, au vu de la piètre performance annuelle que nous avons eu malheureusement à produire, c'est vrai qu'il y a eu le Covid,
La RDC est aujourd'hui minée par ses propres démons internes qui fait que l'État lui-même il est paralysé. Mais d'un côté, vous avez une Afrique qui aujourd'hui souffre. Vous avez le conflit en Éthiopie, dans la région du Tigré. Vous avez le conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie, notamment sur le barrage de la Renaissance. Vous avez aujourd'hui des conflits au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec les différentes élections contestées en Côte d'Ivoire et en Guinée. Bon, Burkina Faso, on espère qu'il n'y aura pas de crise. Et puis, vous avez également la question au niveau du Niger qui se prépare. Vous avez la question au Mali. Vous avez également les questions énergétiques au niveau de la SADC et les questionnements de l'Afrique. L'Afrique a des problèmes. Il faudrait vraiment que nous, demain, si nous accédons à la présidence, que nous nous concentrions à être des bons exemples. À être aujourd'hui, parce pour être un bon leader, il faut soi-même donner l'exemple. Le président de la République, notre président de la République, le président Tshisekedi, devrait se mettre à cette hauteur-là, considérer qu'il devrait inspirer ses pairs africains et solutionner ces questions urgentes. Il y a la question du partenariat avec la Chine, il y a la question de la croissance démographique des Africains, il y a le Covid, il y a aujourd'hui les questions de commerce interne, avec comment on fait avec les différentes zones économiques pour booster un marché économique interne et les zones franches. Je pense qu'il y a des questions urgentes et j'espère, j'ai vu que le président Tshisekedi a mis en place une commission pour travailler sur son mandat. J'espère qu'il travaille vraiment et que dès l'instant où il prendra cette fonction, il se mettra à cette hauteur-là pour faire la fierté de nous, Congolais, parce que c'est la première fois de l'histoire récente, en tout cas de ce que je m'en souvienne, que le Congo ou la RDC assumera pleinement cette fonction dans l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui, post-Covid et sur les multiples crises que nous avons. Très bien. Je rappelle que vous êtes cadre du FCC. Merci à vous, M. Tony Elo. C'est moi qui vous remercie. Très efficace tout au long de l'émission. Nous espérons vous avoir comme invité très prochainement. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Madame, Messieurs, c'est par là que nous mettons fin à cette émission. Le journaliste n'a pas de commentaire, bien entendu, mais c'est tout ce que nous pouvons faire, considérer ça comme notre contribution dans la recherche de la paix et dans la recherche du développement de la RDC. Pendant ces temps, nous rappelons aux décideurs que l'année 2020 était décrétée année des actions politiciennes ou des actions sur le plan du social, question mark. Merci beaucoup et à très bientôt. Très bien. Le projet de société que nous allons vulgariser à travers toute la réponse. On peut